La mission de l'espoir du secrétaire général de l'ONU, Javier Pérez de Cuéllar, est arrivé à Bagdad. Il va rencontrer Saddam Hussein pour tenter de trouver une solution pacifique à la crise. La démonstration de force des pacifistes en France, près de 100 000 personnes ce soir dans les rues de Paris. La marche forcée vers la normalisation en Lituanie, 2 bâtiments de la police investis par des militaires soviétiques à Vilnius. Bonsoir, l'entretien de la dernière chance va commencer dans quelques heures à Bagdad. Face à face, Javier Pérez de Cuéllar, secrétaire général de l'ONU, porteur peut-être de nouvelles propositions de la communauté internationale pour éviter la guerre, et le président irakien Saddam Hussein. Peut-être donc l'ultime mission en faveur de la paix, Philippe Pister. Jour J-4, l'arrivée à Bagdad de l'homme sur lequel convergent tous les espoirs. Javier Pérez de Cuéllar, accueilli par Tarek Aziz, le ministre irakien des Affaires étrangères. Je viens en tant que messager de la paix. Pour ce message à Saddam Hussein, le secrétaire général de l'ONU n'a quasiment pour tout bagage que sa personnalité et le soutien moral d'une bonne partie de la communauté internationale, de George Bush, Mikhail Gorbatchev et de la communauté européenne en tête. Je ne suis pas venu avec des idées préconçues, je pense que tout doit émerger de mes discussions avec les plus hautes autorités irakiennes. Bref, Javier Pérez de Cuéllar n'aurait pas de plan précis à proposer au numéro 1 irakien, contrairement à ce qui a été évoqué hier à Genève, lors de sa rencontre avec les ministres des Affaires étrangères de la CE. D'ailleurs, ce fameux plan en 5 points tel que décrit par les indiscrétions portugaises n'est qu'une synthèse de propositions déjà formulées, toutes soumises au préalable de l'évacuation du Koweït. Seule idée nouvelle, l'envoi de casques bleus dans la région. Quant au dernier point, il est bien sûr le plus sensible, convocation d'une conférence internationale sur les problèmes du Moyen-Orient dès que possible. Avec un retrait irakien préalable du Koweït, la solution serait acceptable pour les Américains, le sera-t-elle pour Saddam Hussein? En tout cas, cette mission de Javier Pérez de Cuéllar n'est peut-être pas celle de la dernière chance, puisqu'en cas d'échec, un voyage à Bagdad des représentants de la communauté européenne n'est pas exclu. Et j'apprends que le Sénat américain vient de rejeter une résolution démocrate qui voulait s'opposer à la déclaration de guerre dans l'immédiat. L'appel à la paix scandé par plusieurs dizaines de milliers de poitrines aujourd'hui en France. Des manifestations ternies ce soir par des incidents sur les Champs-Élysées à Paris. Une douzaine de personnes ont été interpellées, vous allez le voir, au cours d'affrontements qui se sont déroulés aux environs de 18h45. Affrontements qui ont donc opposé environ 300 manifestants avec les forces de l'ordre. Et je vous le disais, donc une douzaine de manifestants interpellés. Je pense que vous verrez cette image au moins dans le rappel des titres à la fin de cette édition. Pour le reste, rassemblement dans le calme avec notamment 10 000 manifestants, que ce soit à Lyon, à Marseille ou à Bordeaux, et près de 100 000 personnes dans les rues de Paris, parmi lesquelles Georges Marchais, Henri Krasuki, mais aussi Max Gallo. Reportage dans les rues de Paris de Véronique Gorel et d'Agnès Molinier. Pour les jeunes, j'en ai pas d'enfants, mais c'est pour les enfants des autres, madame. Cette guerre ne doit pas avoir lieu. Ah non, pas du tout. Pas du tout, ça ne me rapporte pas un sou à moi. Aujourd'hui, il faut quand même agir. Ça va peut-être faire prendre conscience à plus de gens qu'on n'est pas seulement français, mais qu'on est citoyen du monde. 10 000 soldats dans le Golfe, plus de 50 000 manifestants à Paris, 200 000 selon les organisateurs. Aujourd'hui, la paix aura mobilisé plus de Français que la guerre. En tête du cortège, parti de la Bastille, les 75 personnalités qui ont mis leur nom au bas de l'appel à manifester. 75, c'est aussi le nombre des partis et associations proches des communistes, de l'extrême gauche ou des écologistes qui se sont retrouvés pour condamner la guerre. L'Élysée doit entendre que le peuple français demande à François Mitterrand de ne pas céder au président Bush et de faire tout ce qui doit être fait pour l'organisation d'une conférence internationale qui me semble être la condition pour empêcher la guerre. Les Verts et le PC, même combat contre la guerre? Les Américains n'ont pas d'état d'âme à avoir à côté d'eux les Syriens. Je crois que c'est quand même beaucoup plus facile d'être à côté du Parti communiste, à côté de beaucoup d'organisations françaises pour dire non à la guerre. Moi, je viens pas là pour défendre les Irakiens, les Occidentaux. Je viens là pour défendre mes petits-enfants. C'est typiquement une guerre coloniale, une guerre impérialiste, comme on l'a connu les guerres coloniales en France. Et ça, on n'en veut pas et on peut regretter que le Parti socialiste, une fois de plus, soit mêlé à cette guerre. Certains socialistes sont là, pourtant, comme l'historien Max Gallo.
Est-ce que votre situation n'est pas trop inconfortable aujourd'hui? Écoutez, vous savez, c'est la situation générale qui est inconfortable. C'est le fait que nous allons vers une guerre qui est inconfortable. Le reste me paraît tout à fait secondaire. C'est à l'église Saint-Augustin que s'est faite la jonction avec une autre manifestation pacifiste organisée par le Forum pour la paix. Deux délégations se rendaient alors à l'Élysée, espérant être reçues par François Mitterrand. Ce ne fut pas le cas, mais les pacifistes auront tout de même montré aujourd'hui leur capacité de mobilisation. Alors je vous le disais il y a quelques minutes, manifestation ternie ce soir par des incidents sur les Champs-Élysées à Paris. Une douzaine de personnes ont été interpellées sur les 300 donc, qui ont voulu marquer leur dépit de ne pas avoir été reçus par le président de la République. Tout est rentré dans le calme désormais. Vous l'avez vu, des représentants du Parti Socialiste, dont Max Gallo, ont participé à cette manifestation. Le premier secrétaire du PS, M. Pierre Mauroy, est en direct à Lille. Monsieur Mauroy, bonsoir. Bonsoir. Jusqu'où peut aller, dans votre esprit, la liberté de parole pour les représentants du courant Socialisme et République? Vous savez que le Parti Socialiste a une tradition de liberté de parole, donc elle est tout à fait respectée. Mais je suis persuadé que si, par hypothèse et par malheur, il y avait un conflit, je suis persuadé que l'ensemble du Parti Socialiste se rassemblerait derrière la politique qui est celle du président de la République et de son gouvernement. Les socialistes sont contre la guerre, les socialistes sont pour la paix. Ils ont d'ailleurs une grande tradition de paix. Et je dois dire que, devant l'inquiétude générale, ceux qui, et je les comprends, qui sont dans la rue sont pour la paix, mais ceux qui sont restés chez eux, des millions et des millions de Français, sont aussi pour la paix. Des gestes de paix se multiplient. Le secrétaire général de l'ONU, messager de paix, est actuellement à Bagdad. On l'a vu tout à l'heure dans vos informations. Monsieur Mauroy, d'autres initiatives se préparent. Jusqu'à la dernière minute, les socialistes soutiendront avec l'ensemble des Français toute initiative de paix. Je dis dernière minute, aussi, dernière seconde. Mais ce que nous ne voulons pas, c'est d'une drôle de paix. La paix qui soit celle de l'agresseur, la paix qui opprime et non pas la paix qui libère. Monsieur Mauroy, pourrait-il y avoir une initiative française si jamais M. Pérez de Cuéllar devait échouer? Elle n'est pas exclue. Le président de la République s'est exprimé très clairement. S'il y a quelque chance de réussir, une initiative française sera peut-être possible. En tous les cas, de partout, on se tourne vers le président François Mitterrand. Sera-t-elle possible? On le saura dans les jours qui viennent. En tous les cas, tout sera entrepris, car nous sommes pour la paix. Vous avez la garantie aujourd'hui d'un vote unanime du groupe socialiste au Parlement à l'occasion de la session extraordinaire? Je suis persuadé que si le geste ne vient pas de Bagdad, si celui qui est l'agresseur, qui a occupé le Koweït, si le Koweït n'est pas évacué, si par conséquent, comme l'a demandé l'ONU, un conflit intervient, je suis persuadé que tous les socialistes responsables et tous les socialistes comprendront la nécessité de défendre la paix, mais la paix dans le respect du droit international. Merci Monsieur Mauroy pour ce témoignage en direct de Lille. Des milliers de personnes réclamant la paix sont descendues dans la rue aujourd'hui dans la plupart des capitales occidentales. Et tout d'abord aux États-Unis, où le Congrès est actuellement réuni, je vous le disais tout à l'heure, pour décider s'il soutiendra ou non le recours à la force décidé par George Bush dans la perspective d'un conflit. Les manifestations dans le monde, résumées par Hugues Huette. Bidons de pétrole, masques à gaz, sacs mortuaires, les Américains ont trouvé leur symbole pour manifester leur opposition à la guerre. Aujourd'hui encore, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées à Washington, Los Angeles, San Francisco et dans la plupart des grandes villes. Démonstrations plus pacifiques que celles d'hier, même si la police a procédé à quelques arrestations. Aux États-Unis, le mouvement pour la paix connaît une lente montée en puissance. Un temps fort, sans doute le 15 au soir, des milliers de temples, églises ou synagogues organiseront des soirées de prière. Mais les pacifistes n'ont pas encore trouvé leur John Baez ou leur Jane Fonda. La palme du pacifisme, elle est décrochée haut la main par l'Allemagne. 250 000 personnes, dont plus de 30 000 à Berlin, sont descendues dans les rues à l'appel des syndicats ou encore de l'ex-PC de RDA. L'Allemagne n'avait pas connu une telle mobilisation depuis 1983. Pas une goutte de sang pour une goutte de pétrole ou plus laconiquement non à la guerre. 42 000 Londoniens et 6 000 Écossais ont scandé ces slogans cet après-midi. En Grande-Bretagne, le ferment pacifiste a du mal à prendre. Selon un sondage, 69% des Britanniques approuvent une intervention armée.
Enfin, Rome a été paralysée 3 heures durant par des dizaines de milliers de pacifistes, 100 000 selon les organisateurs. Le Parti communiste italien avait délégué nombre de ses militants. Bref, à 2 jours de l'ultimatum, l'Occident commence à se mobiliser en masse. Et puis l'appel à la paix aujourd'hui du pape Jean-Paul II depuis la cité du Vatican. Le pape qui recevait les ambassadeurs accrédités près le Saint-Siège a annoncé qu'il avait envoyé un message personnel au secrétaire général de l'ONU, M. Javier Pérez de Cuellar. Et le pape qui a affirmé que la paix était encore possible et que la guerre serait le déclin de l'humanité tout entière. La guerre serait le déclin de l'humanité tout entière. Les opérations seraient particulièrement meurtrières, sans compter les conséquences écologiques, politiques, économiques, stratégiques, dont peut-être nous ne mesurons pas encore toute la gravité et toute la portée. Le message de paix donc du pape Jean-Paul II. Sur le terrain maintenant en Arabie Saoudite, c'est l'exode des populations occidentales. Les derniers ressortissants français ont quitté Riyad ce matin dans un avion spécialement affrété par l'armée de l'air. À Riyad, reportage de notre envoyé spécial Jean-Claude Perper. Ceux-là sont sans doute les derniers résidents français à quitter l'Arabie Saoudite. 100 personnes, des femmes et des enfants surtout, qui ont embarqué à 11 h ce matin sur un avion militaire. La menace de guerre qui pèse sur le pays ne semble pourtant pas entamer l'optimisme de ces exilés. Pour la plupart, ce retour en France n'est qu'une précaution passagère. Il nous a donné des consignes en nous disant qu'il était plus sûr de rentrer en France, surtout quand on a des jeunes enfants. Toujours un petit peu risqué, mais on part en espérant qu'on va revenir très très bientôt. Parce qu'on laisse ce qu'on a pratiquement le plus précieux, c'est-à-dire nos maris. Les pères de famille, hommes d'affaires ou coopérants prennent non sans regret le risque de rester ici. Quand on nous a dit qu'il n'y avait pas vraiment d'instruction spécifique que les familles rentrent, et puis on a laissé aussi l'espoir à la dernière réunion d'avoir lieu, je crois que maintenant c'est plus prudent pour des questions de sécurité de faire partir les familles. D'autres vivent ce départ comme une mesure vexatoire à leur égard et stigmatisent la pression exercée sur eux par la représentation diplomatique française. Nous sommes les seuls à être partir comme ça et à être poussés dehors, et c'est ça qui est inadmissible pour nous. Mais nous le ressentons tous comme ça, toutes les femmes, eh bien, par l'ambiance générale, par les militaires, par l'ambassadeur qui nous pousse dehors. C'est ça qui est absolument inadmissible. Et je peux vous dire que c'est la seule communauté française qui soit fichue dehors de cette façon-là. On a des masques à gaz, seulement on en donne aux mères de famille et aux pères, mais pas pour les enfants. Alors, rien que ça, mettez-vous à la place des gens qui ont des enfants, des familles avec enfants. Ils disent, nous, on peut sauver, mais nos enfants ne seront pas sauvés s'il y a quoi que ce soit. Après, c'est normal ? Si la plupart de ceux qui partent affirment n'éprouver aucune panique, qu'il n'en reste pas moins que le risque de confrontation est bien réel, et la plupart des pays occidentaux, comme la France, ont pris des mesures d'évacuation de leurs ressortissants. En Belgique, libération ce matin du terroriste palestinien Nasser Saïd. Il a quitté la prison de Louvain pour être échangé contre les 4 derniers otages du Silco qui étaient détenus depuis novembre 1987. Eux aussi sont libres ce soir. Charles Sanviti. Caché, c'est hier dans la nuit que Nasser Saïd a quitté sa prison belge. Destination sans doute la Libye. Condamné à perpétuité pour un attentat à la grenade commis à Anvers contre des enfants juifs, ce Palestinien vient d'être échangé. Lui contre 4 ressortissants belges, otages depuis novembre 87 du Fatah, Conseil révolutionnaire. 87, à cette date, l'organisation dissidente du Palestinien Abou Nidal arraisonne en Méditerranée le Silco. À bord, 8 passagers qualifiés pour la circonstance d'espions à la solde d'Israël. En juillet 90, premier geste, Abou Nidal libère 4 otages, dont la française Jacqueline Valente. Aujourd'hui, l'épilogue, l'échange des derniers otages s'est effectué apparemment en territoire libyen. D'ailleurs, dans cette affaire, le colonel Kadhafi a joué les messieurs bons offices, un patronage que certains en Belgique jugent encombrant, surtout en pleine crise du Golfe. L'étranglement progressif des velléités d'indépendance de la Lituanie. La normalisation s'est encore poursuivie à Vilnius où les militaires soviétiques et a fortiori le Kremlin augmentent chaque jour un peu plus leur pression. Commentaire de Pascal Verdot. Les chenilles d'un char qui laboure un espace vert, des coups de semonce, tirs d'intimidation sur les façades des immeubles, et puis des hommes et des femmes, la mort dans l'âme, qui apostrophent les soldats soviétiques. L'histoire bégaie en Lituanie hésite entre la résistance passive des Tchèques en 68 et l'invasion de la Hongrie en 56. Le monde alors regardait vers Nasser et le canal de Suez. Mais pourquoi les chefs de gouvernement occidentaux n'appellent-ils pas Gorbatchev? S'est exclamé hier Vytautas Landsbergis, le président lituanien.
La nuit dernière, l'armée a pris d'assaut 2 bâtiments de la police et saccagé le quartier général du ministère de la Défense à Vilnius. Mais la population fait front. Des milliers de personnes portées par leurs chants aux abords du Parlement. À l'intérieur, distribution de masques à gaz et préparation de cocktails Molotov. De leur côté, les Pieds Rouges russophones, constitués en comité de salut national, dénoncent la faillite du Parlement et du gouvernement. Situation tendue entre 2 communautés qui a conduit aujourd'hui à Moscou le Conseil de la Fédération, le nouvel organe qui regroupe les présidents des 15 républiques fédérées, a envoyé une délégation en Lituanie pour résoudre le conflit par des moyens politiques. De son côté, le président de la puissante fédération de Russie, Boris Yeltsin, affirme que l'usage de la force est inadmissible et demande le retrait des parachutistes envoyés en Lituanie. En toile de fond, la crainte de plus en plus répandue d'une instauration de l'état d'urgence dans de nombreuses républiques, les Baltes, encore une fois, feraient figure de précurseurs. Et les Baltes qui vont vivre une situation encore plus tendue, le Parlement lituanien vient d'autoriser les policiers et les gardes frontières de la République balte, je cite, à se défendre en cas d'attaque. Résolution adoptée il y a quelques minutes. Le Parlement estime que l'action de l'Union soviétique est une guerre contre la République lituanienne. En Afrique du Sud, 35 morts et des dizaines de blessés à Sebokeng. C'est l'attaque la plus meurtrière en 6 mois de violence entre groupes politiques rivaux dans les cités noires autour de Johannesburg. Véritable opération commando ce matin. Des inconnus armés de fusils d'assaut ont ouvert le feu sur quelques 300 militants du mouvement nationaliste noir qui participaient à une veillée funèbre pour un membre de l'ANC assassiné quelques jours auparavant. De nombreux habitants de Sebokeng estiment que l'opération de ce matin donc, est l'œuvre de vigiles, terme qui désigne des noirs payés par les autorités blanches pour semer la peur parmi les militants anti-apartheid. Actualité internationale, vous l'aurez constaté, extrêmement chargée ce soir, mais qui se détend un peu, heureusement, avec la fin de cette édition. Et tout d'abord, les championnats du monde de natation à Perth. C'est la déception pour l'équipe de France de natation synchronisée qui s'est classée 5e. Un ballet aquatique qui commence avec Jean-Philippe Guillen pour la course la plus rapide du jour. La course la plus rapide de la semaine dans le bassin australien, le 50 mètres nage libre. Tom Jagger contre Matt Biondi, champion du monde du 100 mètres. Sur 50 mètres, c'est Jagger qui nage le plus vite, 22 secondes, 16 centièmes. 200 mètres papillon et fabuleux sprint final entre l'Allemand Michael Gross et l'Américain Stewart, qui va finalement déposséder l'Albatros de son record du monde de la spécialité en 1 minute 55 secondes 69 centièmes. Belle 4e place du Français Franck Esposito, qui améliore en série le record de France de plus de 2 secondes. Enfin, les 8 Américaines remportent en beauté l'épreuve de natation synchronisée. Devant le Canada et le Japon, la France n'est que 5e derrière l'URSS. Au JO de Barcelone, il n'y aura plus que des duos et des compétitions individuelles. Dommage pour le spectacle. Pour terminer, un lieu magique, le petit théâtre du Ranelagh à Paris et une troupe fantastique, les clowns de Leningrad, qui se produit jusqu'au 17 février. C'est un fabuleux spectacle de clown mime, un spectacle qui suscite l'émotion et l'émerveillement par sa modernité, par sa mise en scène. Vous allez le voir, facétie de Nicole Bappel et coup d'œil de Jean-Jacques Ledeuil. Théâtre miniature, le Ranelagh s'ouvre comme une boîte à musique, ou plutôt une boîte à souvenirs, sur un grenier magique habité par 5 clowns venus de Leningrad, les Litsidei. Clowns, mais aussi mimes, Marcel Marceau leur insuffle cette idée d'associer la pantomime aux clowneries. Sergueï, Slava, Nicolas nous baladent dans un univers tendrement cynique ou férocement drôle. Qui mieux qu'un clown peut donner pouvoir à la terre pour dire non à un dictateur? Jeu théâtral qui force l'émotion, poésie cruelle, humour grave, et pourtant les enfants rient aux éclats. J'aime votre expression, humour grave. Je m'en souviendrai. Je la trouve amusante.
Mais quoi qu'il arrive, chez les clowns, la Terre continue de tourner. Voici maintenant le rappel des titres préparés ce soir par Pascal Justice. Mission de la dernière chance pour Pérez de Cuéllar. À son arrivée à Bagdad en fin d'après-midi, le secrétaire général de l'ONU semblait optimiste. Il doit rencontrer Saddam Hussein dès ce soir. Manifestation pour la paix un peu partout en France et en Europe. À Paris, 100 000 personnes ont répondu à l'appel de 75 organisations et du Parti communiste. Mais vers 18h30, aux abords de l'ambassade américaine, la manif pour la paix a pris le chemin de la guerre. Tout de suite, la météo de Florence Klein. Je vous retrouve pour Soir 3 à 22h30. Très bon début de soirée.